Ok, bon, salut Alex, merci beaucoup d'être ici, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci à toi, Jean-Loup, d'avoir pensé à moi. C'est très cool. C'est un honneur pour moi d'être sur le Euh, podcast. c'est un honneur pour moi, tu rigoles. Alors, on s'est rencontrés sur Bangkok très brièvement, c'était vraiment cool de discuter un petit peu avec toi, parce qu'évidemment, je te connaissais au travers de ta chaîne YouTube et de ta présence sur le web, comme la majorité des gens qui vont regarder cette interview de toute façon. Étant donné que t'es un peu le patron quoi, du coaching francophone et maintenant petit à petit sur le marché US également. Ta chaîne YouTube principale, elle a 722 000 abonnés, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Exactement. C'est un truc de fou parce que j'ai regardé l'interview que tu as fait avec Pierre il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans l'interview, tu disais que tu étais à 650 000, il me semble, et tu as pris genre 70 000 abonnés en quelques. Enfin, je crois que tu prends 1000 abonnés par jour à peu près en ce moment. Grosso modo, c'est ça le rythme en fait. Si tu veux, mon but, C'est c'est dingue. d'arriver au million à la fin de cette année. Ouais, Donc, tu vas pour le l'éclater. tenir, il faut que je fasse 1000 abonnés par jour. C'est ça, grosso modo. Tu vas l'éclater haut la main, quoi. Mais bon, ça c'est le Alex successful qu'on voit et qu'on connaît aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse vachement déjà à titre personnel et dans ce podcast, c'est vraiment de revenir sur le parcours qui a mené à ce succès. Parce que le succès, ça fait du bruit, on le voit, mais finalement, ce qu'on voit beaucoup moins, c'est les années de traversée et de travail acharné pour en arriver là. Tu vois, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus. Euh, pour commencer, tu as commencé en 2007, donc tu t'es lancé en 2007, il me semble. Exactement, ouais. C'était, tu viens d'où à la base? C'était qui le Alex Cormond en 2007? Bah, écoute, c'est une bonne question. Je te remercie. En fait, en 2007, quand je me lance, je dirais pas que c'était une blague, mais en fait, je me lançais sans trop de pression parce que j'avais la chance de pouvoir vivre du basketball. Ok. Donc, en fait, dès mon plus jeune âge, j'ai eu un préparateur mental qui m'a entraîné à avoir confiance en moi, tu vois, à faire de l'hypnose, de la PNL, sans que je comprenne en fait ce que je faisais. J'allais le voir, pour être honnête, un petit peu, tu vois, à reculons. Et finalement, quelques années plus tard, j'ai compris en fait son apport. C'est quand je suis arrivé à l'université et que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui manquaient de confiance en eux, qui étaient incapables de parler en public, donc de, je sais pas, faire un exposé par exemple. Et en même temps, pareil, j'avais des amis, donc mon meilleur ami à l'époque, qui était dépendant affectif. Donc, Ok. tu vois, je l'accompagne sur sa relation. Donc, je lui fais un petit peu être capable de gérer sa relation sans sa copine, qui passe du temps avec nous, ses potes. Et je me dis, tiens, ok, j'ai peut-être appris des choses, il y a des choses à faire. Je suis assez bon dans ça, j'arrive à avoir un contact facile, donc je vais me lancer dans le coaching. Et en fait, je le fais sans aucune pression parce que je vis du basketball, parce que je termine mon master en sciences humaines et que finalement, pour moi, c'était un objectif, je dirais, je ne savais pas du tout où j'allais, tu vois. Ouais. Donc, pendant les premières années, en fait, je me suis vraiment concentré à écrire beaucoup d'articles, à être le meilleur coach possible. Et je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes avaient plus de succès, alors que ce que je disais, pour moi en tout cas, me paraissait être intéressant et méritait d'avoir des visites. Sauf qu'il n'y avait rien du tout qui décollait. Donc, pendant les premières années, ça a été très, très, très difficile pour le coup. Quand tu dis les premières années, c'était pendant les combien de premières années? Ah, les 4 premières années, quoi. De 2007 à 2011, pour moi, ça a été bon. Je le faisais pas non plus de manière intense. En tout cas, j'étais pas à fond, fond, fond. Mais du coup, tout ce que je faisais, il n'y avait rien qui marchait. Donc, j'ai éclaté mon budget dans un site internet, dans des vidéos pour être viral et faire rire, dans des flyers. Enfin, plein d'actions que j'ai pu faire qui, malheureusement, m'avaient conduit, ou heureusement, quand tu vois mon parcours finalement, m'ont conduit à ce moment-là à l'échec, pour le coup. Ok, d'accord. Et c'est quoi du coup qui a fait que tu es sorti de cet échec? Il y a eu un genre de déclic, un genre de truc qui a fait que tu as commencé à réussir. Ouais, si tu veux, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, j'arrive pas à créer ma propre communauté, j'arrive pas à créer mon trafic. Comment je peux aujourd'hui acquérir de la visibilité? Et Oui. j'ai contacté en fait des webzines, donc des magazines en ligne, pour essayer de proposer en fait mes services de coach en leur disant voilà, on fait. Donc à l'époque, je connaissais pas le terme d'affiliation, donc je fais une rétribution du coaching. Par exemple, je sais pas si je vends 50 euros, je vous reverse 20 euros et puis je garde 30 euros dans ma poche. Ouais. Vous, ça vous apporte finalement un service supplémentaire. Et donc là, j'ai commencé à toucher des magazines plutôt masculins dans un premier temps, en leur disant, voilà, je serais intéressé par proposer mes services. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Et puis, j'ai rencontré deux, trois personnes qui ont été très importantes dans mon développement, qui m'ont fait comprendre qu'en fait, c'est pas le meilleur coach
on va dire malheureusement, qui arrive à vivre de son activité, c'est celui qui comprend les enjeux du web marketing. Ouais, Et donc d'accord. à ce moment-là, à partir de 2011, j'ai commencé à comprendre que, en fait, il y avait vraiment le référencement Google. Tu vois, il y avait plein de petites astuces qui permettaient d'être visible. Mais la toute première chose qui m'a permis d'avoir mes premiers clients, c'est que j'étais le coach de certains webzines pour le coup. Ok, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu t'es lancé, du coup, il n'y a pas eu de… Parce que tu sais, souvent les coachs, et moi le premier, enfin les gens qui sont dans ce domaine du coaching de l'infoprenariat, souvent, il y a eu un genre de transformation personnelle qui a fait que, comme on s'est transformé personnellement, on a voulu aider les autres à transformer leur vie. Est-ce que toi, tu as eu justement une transformation personnelle? Je veux dire, tu es dans le love coaching à la base, c'est ça ton cœur de métier. Est-ce que toi, c'est lié à quelque chose de personnel à la base ou pas du tout? Alors à la base, pas du tout. À la Ouais. base, c'est lié à premièrement une envie d'entreprendre. Ça, je Ok. pense que j'ai toujours été un peu entrepreneur sur les bords. Ouais. Et deuxièmement, en fait, c'est l'idée de se dire, OK, moi, j'ai envie d'aider les hommes à la base, hein, à avoir une vie inspirante, Ok, à être d'accord. bon dans la séduction. Alors, la séduction, je ne le voyais pas dans le sens drague. J'ai jamais été dans la rue, dans les pick-up artistes, par Ouais. exemple. C'était plutôt comment avoir du charisme, comment avoir confiance en soi, comment apprendre finalement à s'aimer. Après, je ne te cache pas qu'en 2011, il y a aussi eu un facteur qui a beaucoup joué dans ma vie, dans ma carrière de coach. C'est j'ai perdu mon père. J'ai D'accord. perdu mon père en 2011 et en fait, tu vois, avant, je prenais ça un peu à la rigolade, mon métier, mais c'est vrai que le voir partir, j'ai eu la sensation vraiment, je me suis réveillé un matin, et j'ai cru comprendre, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, j'ai compris l'amour. Tu vois, je me suis dit, putain, D'accord. Alex, tu aurais pu être un meilleur fils, tu aurais pu être un meilleur compagnon, un meilleur frère, un meilleur pote, etc. Et en fait, depuis, c'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution. À la Ok. fois, je pense, dans mon discours et également dans mon évolution en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est pas une histoire directement love qui m'a touché, Mhm. mais son départ, en fait, parce que moi, j'avais une vie plutôt facile hein, jusqu'à maintenant, à part une blessure qui m'avait empêché de devenir professionnel au basketball. C'était grave, mais bon, quand tu relativises avec ce qui se passe aujourd'hui ou ce que j'ai vécu, c'était rien. En fait, j'avais une vie très tranquille. Ouais. Et donc, cette première claque, elle m'a quand même bien soulevé et puis ça a contribué à une nouvelle philosophie pour le coup. D'accord. C'est intéressant parce que c'est quelque chose, c'est une conviction que j'ai, c'est que finalement le chemin entrepreneurial, c'est aussi un chemin enfin, personnel, tu vois. C'est-à-dire ton business grossit à mesure que toi, tu grandis en tant que personne, quoi. Donc toi, tu as fait un… Est-ce que les étapes de les paliers de ton parcours, tu vois, est-ce que tu penses que ça correspond justement à des paliers personnels, des trucs, par exemple là, le déclic avec ton père, c'en est un. Euh, C'est sûr. Après, si tu veux, les étapes, ça a été donc le déclic avec mon père. J'ai prouvé par la suite que ce que je pouvais, que ce que je voulais faire, c'était possible. Ensuite, j'ai été rejoint par des associés, par des salariés. Tu vois, tu crées un écosystème. Donc ça m'a fait grandir. La deuxième grande phase, ça a été en 2015 quand j'ai décidé de venir m'installer aux États-Unis. ouais, Là, pour le coup, c'était un choix qui était a posteriori, tu vois, que je me rends compte qui était assez risqué parce que j'étais numéro un sur le marché francophone, mais ce n'était pas le marché de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui ou de l'infoprenariat. Ce n'était pas les chiffres qu'on peut faire bien sûr. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc, le fait d'aller sur un nouveau continent, apprendre la langue, se lancer en anglais, ça a été un gros challenge. Mais comme tu le dis, en fait, à chaque fois que j'ai évolué personnellement, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, petit aparté, aujourd'hui, moi, j'investis que sur moi. Je fais plus trop de mastermind, de formation business. Je fais des formations sur comment moi, je peux devenir une meilleure personne, tu vois. Et Ok, en fait, à super chaque fois que je intéressant. fais ça, je sens qu'il y a un bon naturel qui se met en place dans mon business. Ouais. Donc, pour te répondre, effectivement, je pense que tu m'as apporté une vision. À chaque fois que j'ai grandi personnellement, il y a eu une évolution dans mon business, quoi. Ok, super intéressant. Parce qu'à la base, ta vision de départ, là je veux dire aujourd'hui, tu es en train de construire, bon, tu vois, on peut même utiliser le terme d'empire parce que tu construis un truc énorme. À la base, c'était pas ton ambition de départ, j'imagine, de construire quelque chose d'aussi gros. C'était quoi ton ambition de départ? Mon ambition de départ, pour être honnête, c'était de gagner plus que mes parents, tu vois. C'était Ok. juste un délire comme ça que j'avais de mon côté, plus que Mhm. mon frère. Enfin, c'était un délire vraiment purement enfantin, j'ai envie de dire. Ouais, À l'origine, j'avais aucun objectif, si ce n'est l'indépendance financière. Dans le sens où je me disais, voilà, si je gagne 3 000 à 4 000 euros, bah, en fait, voilà, ma vie sera très bien. accomplie, j'aurai réussi mon challenge et je serai l'homme le plus heureux du monde. Et donc, du coup, après, si tu veux, quand j'ai perdu mon père, là, comme quand j'ai perdu pardon, mon père, là, ça m'a mis quand même un petit choc. Je me suis dit, OK, ben non, en fait, j'ai envie de faire plus. Et pour être honnête avec toi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai assumé ma mission de vie, telle que je D'accord. l'entends, telle que je la parle.
c'est il y a peut-être 1 an et 2 mois, je suis parti en Afrique, au Togo. Mhm. Et tu vois, je réalise des missions caritatives, donc j'y étais encore les 2 mois, une fois par an. Et quand j'y suis allé, c'était mon deuxième voyage. Et je sais pas, là, j'ai eu une énorme prise de conscience. Je me suis dit, mais en fait, je suis fait pour ça. Je suis fait pour inspirer les personnes, pour les motiver, dans l'amour, mais aussi dans d'autres domaines, quoi, dans une vie générale, avoir sa vie en main, quoi. Ok. Donc, tu vois, il m'a fallu quand même 8 ans. Et déjà, l'année dernière, j'avais peut-être 300, 400 000 abonnés sur YouTube. J'étais déjà impliqué aux USA. Ouais. Mais j'avais encore cette retenue, en fait, de me dire, c'est ça que je dois faire, c'est ça que D'accord. je veux faire. Donc, à toutes les personnes qui se posent la question de savoir, mais j'ai pas encore ma mission ou ma vision ou X ou Y, ça vient aussi avec le temps, pour être honnête. Ça, c'est super intéressant parce que je pense qu'énormément de gens, justement, se posent cette question et on a tendance à, tu vois, à penser qu'on peut trouver sa mission comme ça avant de faire les choses. Mais en fait, c'est vraiment en faisant, c'est dans l'action, dans le process que finalement tu finis par découvrir le truc, quoi. Exact, ouais. Je Et pense que c'est important de passer à l'action. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes, je le vois autour de moi, qui me disent oui, mais tant que j'ai pas, je sais pas, choisi mon positionnement, tant que je sais pas où je vais, tant que j'ai pas ma vision finale, ben en fait, je préfère pas agir. Moi, j'ai toujours, alors ça, c'est une énorme qualité, mais aussi un énorme défaut, Mhm. c'est que moi, j'agis et après, je réfléchis. Alors, ça m'a amené effectivement à faire des erreurs, ça m'a amené à refaire 10 fois la même chose parce qu'à chaque fois, tu vois, je fonçais tête baissée. Mais par contre, je trouve que c'est important en tant qu'entrepreneur de savoir agir, quoi. Pas juste rester dans la réflexion pour le coup. Donc d'être dans l'action, même si tu sais pas vraiment ce que tu fais ou où tu vas, être dans l'action et tu finiras par trouver ta route, quoi. C'est ça Tu l'idée. finiras par t'optimiser, ouais. Moi, c'est comme ça, j'ai vraiment agi, après j'optimise. Alors maintenant, bien sûr, je gagne en maturité, j'essaie d'entrevoir un petit peu le plan. Mais quand on me dit, ah bah attends, pour me lancer, il faut que je fasse un business plan et puis un sondage. Et puis, tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment du temps qui va être un petit peu perdu pour le coup. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, maintenant, j'imagine que tu as une vision à beaucoup plus long terme qu'au départ. Oui, aujourd'hui, je te cache pas que j'ai une vision qui est assez grosse. Tout à l'heure, tu parlais d'empire. Je me cache plus trop que Ouais, bien sûr. effectivement, c'est une forme d'empire que j'ai envie de réaliser. Pendant trop longtemps, j'ai eu du mal à en parler, tu vois. Mais aujourd'hui, oui, j'ai une vision, elle est claire, elle est nette. Et pour être honnête, elle me fait peur aussi. Tu vois, même moi, je me demande aujourd'hui, tu vois, avec le coronavirus, tout ce qui se passe autour de nous, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Ouais. Donc ça, c'est un message qui est important aussi parce que souvent, en fait, on pense que c'est mal d'avoir des doutes, tu vois. Moi, je me suis aperçu que depuis que je sens que c'est ça ma vision, elle me fait peur. Mais en même temps, c'est ça qui me stimule aussi, tu vois, de Ouais. pas simplement se dire, bah, ma vision, c'est d'être là où je suis aujourd'hui. C'est un leurre, en fait, qu'on a. Mais pour te répondre, oui, elle est assez précise maintenant, pour le coup. Ok, d'accord. C'est intéressant ce que tu dis aussi à propos des doutes, parce que c'est quelque chose que les entrepreneurs mettent assez peu en avant finalement. Et, et aujourd'hui, du coup, tu te considères comme un coach, comme un entrepreneur? Je me considère comme les deux. Je me considère comme les deux parce que aujourd'hui, j'ai dû passer peut-être 5 à 6 heures de coaching. Donc, tu vois, ça prend quand même une bonne partie de ma journée, que ce soit en français, en anglais, que ce soit dans le love, un peu dans l'entrepreneuriat, dans le dev perso. Je reste un coach, c'est vrai. Je veux être coach, c'est ce que je ferai toute ma vie. Je pense que je me vois même mourir en coachant, tu vois. Ok. Vraiment, je ne vais pas arrêter. Et à la fois, je suis entrepreneur parce que j'ai des collaborateurs, parce que j'ai envie de développer mon projet. Mhm. Et je pense qu'il faut vraiment accepter cette part d'entrepreneuriat. Combien de coachs aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur activité alors qu'ils ont Bien un sûr. potentiel exceptionnel? C'est Et la moi, ça grosse me tue. majorité. Exactement. Ça me tue parce que, en fait, on n'apprend pas à être entrepreneur, donc c'est vraiment sur le terrain. Et deux, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent cette part d'eux en disant oui, mais si je Mhm. suis entrepreneur, ben, en fait, je vends mes services. Enfin bref, il y a la notion d'argent derrière qui va rentrer en compte. Mhm. Mais pour te répondre, franchement, je ne pourrais pas dire que je suis coach et pas entrepreneur et vice-versa. Ça serait, non, je suis les deux et j'assume pleinement cette personnalité. Et tu l'assumes pleinement. C'est intéressant parce que toi, tu es dans le love coaching ou même le coaching en développement personnel. Le côté argent, entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre en avant et que tu vois, parfois c'est même quelque chose qui va sonner comme un petit peu négatif pour une certaine catégorie de personnes, enfin, pour certaines personnes. Et toi, du coup, tu l'assumes pleinement aujourd'hui. Euh, je voudrais revenir un peu sur, est-ce qu'il y a genre une erreur que tu as faite, un truc que tu regrettes dans ton parcours que tu ferais différemment aujourd'hui si tu devais recommencer? Ça va paraître un peu prétentieux, mais je vais te dire non. Je vais te dire non pour Ah, plusieurs raisons. là-dessus, c'est intéressant. Ouais. Le seul regret que j'ai dans ma vie,
c'est d'avoir pas pris conscience quand mon père, on lui a diagnostiqué son cancer. Tu vois, c'est le seul truc où vraiment je me dis. Alors, j'ai un deuxième regret, c'est que je me Ouais. dis si j'avais le mindset que j'ai aujourd'hui, si je l'avais eu quand j'étais plus jeune, blessure ou pas, je serais en NBA. Tu vois, je serais un joueur de basket professionnel. J'ai Ok. compris en fait aujourd'hui que ce que tu veux, tu l'as. C'est pas Ouais. facile, mais j'étais pas prêt à faire les efforts quand j'étais plus jeune. Donc, si tu me parles de mes regrets, je pense que j'ai ces deux regrets-là dans ma vie. Ok. Franchement, en tant qu'entrepreneur, j'en ai aucun. Alors, j'ai fait des erreurs. Ouais. Je me suis planté sur un gros projet que j'ai développé une zone membre. Donc, à l'époque, ça m'avait coûté plus de 20 000 euros. Donc, 20 000 euros à l'époque, c'était il y a 3 4 ans où j'avais peu de budget, c'était quand même assez conséquent. Mhm. Je me suis dit, voilà, je vais faire une zone membre à abonnement mensuel. Les gens, ils vont adorer parce que mon heure de coaching, elle est chère. Donc, je vais faire un abonnement mensuel pour faire du coaching de groupe. Pour être honnête, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, aujourd'hui, elle existe, mais elle vient d'être rentable au bout de 4 ans, tu vois. Donc, Ok. bon, on ne pourrait pas parler d'investissement intelligent. Mais dire que c'est un regret, je dirais non, tu vois, parce que j'étais sûr de mon coup et que si je l'avais pas fait, j'aurais regretté pour le coup. Ah, voilà, je me suis planté comme il y a des exemples qui peuvent se planter, Bien sûr. mais un regret, franchement, j'en ai pas. Ok, J'en ai d'accord. pas parce que tout le monde m'a dissuadé, tu vois, de ne pas me lancer. Tout le monde m'a dissuadé d'aller m'installer aux États-Unis. Tout le monde me dissuade aujourd'hui de faire ce que je suis en train de faire, donc l'investissement international. Mais non, je suis assez conscient de ce que je fais et je suis assez convaincu aussi de là où on peut aller, quoi. Et Donc, comment ça tu fait fais? prétentieux de le dire, mais j'ai pas de regrets, quoi. Mais comment tu fais justement quand tout le monde te dissuade et quand les autres te disent c'est pas possible, tu vas pas y arriver, etc. C'est quoi le truc, la force intérieure, tu la trouves comment, tu vois, pour être plus fort que ça et pour faire quand même le truc parce que tu te dis ouais, si j'ai ma vision, ça va marcher, je le fais. Alors, en fait, si tu veux, je pense que les gens, ils ont peur pour nous, tu vois. Mhm. Et le truc qui me fait que j'ai plus peur de rien aujourd'hui, c'est quand je suis reparti de rien aux États-Unis. Tu vois, je vais juste insister là-dessus, je pense que ça va répondre à ta question. En fait, 2015, donc je suis leader sur mon marché, je décide d'aller Mhm. m'installer aux USA. Mhm. Ça a mis 1 an pour que j'obtienne un visa. Donc, il a fallu que j'embauche des Américains, que je prenne un bureau, que je développe un business aux États-Unis sans que j'ai le droit d'y être. Donc, ça a été challengeant. Je suis venu m'installer dans un nouveau pays. Donc, j'ai quitté ma famille, mes potes. Je suis arrivé dans un pays où je ne parle pas la langue. Heureusement, j'avais un associé qui était francophone, donc il m'a quand même aidé à m'installer. Mais en fait, je suis reparti de zéro. Et donc, j'ai créé une chaîne où j'avais 3 vues et que des commentaires négatifs, que des critiques. Ouais. Alors que quand je postais une vidéo en France, j'étais béni sur 18 générations, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'était waouh, le contraste. Et donc, aujourd'hui, j'ai prouvé que c'était possible de dupliquer. Mhm. Maintenant, je suis pas fou, je me lance à l'international, mais je vais une langue par une langue. Donc, bien évidemment, les gens voient le développement et se disent, mais c'est impossible. Mais moi, je le vois en fait de manière un petit peu plus micro. Je dis, OK, si je passe cette étape-là, il va se passer ça, puis ça, puis ça. Et je le sais parce que je l'ai vécu en France, aux USA. Donc, d'une certaine manière, en fait, ce qui m'a fait tenir, c'est que j'ai vraiment une vision qui va être centrée sur qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. Ok, Et d'accord. puis après, quand toutes les personnes te disent c'est pas possible, franchement, en tant qu'entrepreneur, j'ai jamais entendu un truc, on m'a dit c'est possible, vas-y, lance-toi. On m'a jamais dit ça. Même mes gens les plus proches, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que pour tout le monde, rien n'est possible. Donc, mentalité française, bonjour, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, si je le sens, j'y vais, quoi. Et puis après, c'est le passage à l'action, c'est de montrer l'exemple. Je pense que je suis très bon pour ça. Je sais Ok. montrer l'exemple, tu vois, à mes équipes. Et donc, Mhm. du coup, derrière, ils ont envie de me suivre, quoi. Montrer l'exemple à tes équipes et aussi à ton audience, c'est un peu ton rôle en tant que coach. D'ailleurs, il y a quelque chose une question que j'aime bien poser moi, aux coachs, aux infopreneurs. Est-ce que tu penses est-ce que toi, tu es la même personne face à la caméra, sur YouTube, dans tes coachings, etc., que dans ta vie, ou est-ce que tu penses qu'il faut y avoir un personnage finalement euh, un personnage pour ta marque et un autre personnage pour toi en fait, tu vois? Alors, pour les autres, je ne pourrais pas répondre, mais pour moi, je vais te dire, il y a une différence quand même. Ouais. Il y a une différence, c'est-à-dire que quand je me suis lancé, je me suis dit, je vais professionnaliser le coaching en amour. Donc, tu vois, mes premières vidéos, j'étais souvent avec une veste, une chemise veste. Mhm. Très souvent après, j'ai adopté la cravate. Aujourd'hui, je suis un peu plus relax parce que j'ai prouvé, entre guillemets, mon expertise. Ouais. Mais un peu, je me suis confiné dans ce personnage où on me voit comme très sérieux quand même face caméra. Alors que dans la vie de tous les jours, je peux être un peu plus blagueur, un peu plus fun, un peu plus chill, entre guillemets, comme disent les Américains. Ok. Donc, je dirais que la personne, en tout cas, qui va écouter ce podcast, pour moi, elle doit chercher son propre branding. Mhm. Pour ma part,
il y a un décalage. Je le sais et je l'accepte, tu vois. J'aimerais être parfois un peu plus foufou dans mes vidéos, je le fais Ouais. pas parce que j'ai pas envie de perdre mon audience ou qu'ils aient l'impression que je joue un rôle. Euh, je suis quand même très sérieux en tant que coach. Je suis assez fun dans la vie de tous les jours. En tout cas, j'essaye. Ok, d'accord. Puis tu montres pas non plus trop ta vie, ton lifestyle. Je pense pas que tu t'exposes à fond sur les réseaux sociaux, etc. Tu as vraiment une distinction entre les deux, quoi. Ouais, j'ai voulu cloisonner. Bah, tu sais, mine de rien, quand tu commences à avoir des abonnés, il y a des gens qui te reconnaissent. Bien J'essaie de sûr. garder aussi une vie privée, une intimité. Mhm. Donc, j'ai jamais voulu parler de moi parce que c'est pas le sujet. Donc, je pense qu'être un bon coach, c'est parfois aussi savoir s'oublier, entre guillemets. Donc, moi, j'ai fait le choix de pas trop m'exposer. Euh, Ça ne correspond pas non plus à ma personnalité, tu vois, de montrer tout ce que je fais ou tout ce que je vis sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube. Mhm. Donc, ouais, pour le coup, je suis assez bien comme ça et c'est vrai que je suis en dehors des réseaux sociaux. J'essaie de pas être trop sur mon téléphone ou sur Internet, quoi. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que tu es aux USA maintenant, que tu habites là-bas? J'ai eu mon visa début 2016. Donc là, ça a fait 4 ans. 4 ans désormais. Donc, je suis plutôt bien installé dans le sens où j'adore ma vie à Miami. J'ai acheté une maison. Donc, voilà, je compte faire ma vie aux États-Unis parce que c'est un pays qui me convient bien. Ouais. Et tu vois, moi, je suis fan de basketball, donc je vais voir des matchs de NBA, etc. C'est vraiment quelque chose c'est mon passe-temps préféré, quoi. Ok. Mais quand tu es arrivé là-bas, la transition, ça a été difficile ou tu l'as vécu comment? C'était facile pour toi? Franchement, ça a été dur. Ça Ah a ouais? été très, très dur. Ouais. Parce que, en fait, franchement, je suis parti, j'avais mon visa, j'étais content. Mais quand tu arrives et que tu passes tes soirées tout seul, tu sais, t'es Robinson Crusoe, quoi. Tu parles pas la langue. Pourtant, je suis hyper sociable. J'étais à South Beach, Miami, tu vois. C'est là où il y a la fête et tout, tralala. Mais Ouais. en fait, quand tu vas en vacances, c'est marrant. Quand tu vas pour bosser, c'est complètement différent. Donc, je suis arrivé, non, ça a été dur. Franchement, ça a été très dur. Psychologiquement, comment dire, déjà, tu te prends des critiques sur Internet, donc il faut subir ça. En plus de ça, tu es tout seul. Tu as 6 heures de décalage, donc le soir, tu peux pas parler avec tes potes. Pour moi, ça a été une période qui a été difficile et ce qui m'a fait tenir, c'est que je me suis un peu noyé dans le boulot, quoi, finalement. Tu vois, ça a été une étape où j'ai beaucoup grandi personnellement. Je prenais des cours d'anglais le soir, je me levais tôt pour coacher. Donc, je me suis poussé à l'extrême, tu vois. Ça, franchement, je me dis, je sais pas si aujourd'hui je pourrais le refaire, quoi. Ok. C'était dur. Je pense que c'était dur. Et pourquoi est-ce que C'était dur, mais je veux dire, à aucun moment tu t'es dit je vais revenir en arrière et je vais retourner en France. Pourquoi tu voulais absolument vivre à Miami et puis être en France? C'était quoi le truc qui t'a poussé à aller là-bas? En fait, si tu veux, je me suis dit aujourd'hui, si je veux grandir en tant que personne, il faut que je réussisse aux États-Unis. J'ai pas le choix, en fait. Ça a été déjà un développement économique, ça a été un développement personnel. Et puis, en fait, il y a eu des bons côtés que j'ai découverts au fur et à mesure, notamment tout ce qui est match de basket, tu vois, des amis qui sont venus me soutenir. Donc après, j'ai découvert le fait que effectivement, je pouvais construire ma vie. J'ai rencontré ma compagne aussi, tu Ok. vois, très rapidement. Donc, elle m'a beaucoup accompagné et aidé. Donc voilà, après, j'avais trouvé l'amour de ma vie aux États-Unis. J'allais pas revenir en France. Mais dire que ça a été facile, franchement, ce serait mentir. Donc, tu vois, vraiment, j'en ai chié. Mais tu vois, par contre, j'ai aucun regret parce que quand je vois là où je suis aujourd'hui et ce que je suis devenu, c'est aussi par cette période-là, en fait. Donc, Hmm. ça m'a pris, je pense, grosso modo, ça m'a pris 1 an, tu vois, pour vraiment bien prendre mes marques, pour le coup. Pour t'adapter, pour prendre tes marques, ok. Ok, c'est intéressant. Je voudrais te parler un peu de trucs un peu plus stratégiques, techniques. Toi, sur YouTube, ta stratégie, c'est vraiment le contenu quasiment quotidien, faire beaucoup, beaucoup de contenu, très ciblé SEO. Et c'est la même chose que tu fais sur ta chaîne américaine. D'ailleurs, tu dupliques ta stratégie française sur ta chaîne américaine, c'est ça? Oui, moi, j'ai une technique, en tout cas, j'ai une phrase que je répète, c'est on ne change pas une équipe qui gagne, tu Ouais. vois. Mhm. Personnellement, je l'ai fait en France, je l'ai fait aux USA. Donc aux USA, j'ai 2 chaînes, tu vois, Mhm. j'en ai une perso et une avec mon équipe. On en a même une troisième, puis une quatrième, puisque j'ai investi dans d'autres business. Donc voilà, je sais comment ça fonctionne, donc je duplique en fait ce que je sais faire. Ok. Et tu vois, c'est la technique, en fait, on appelle ça le pilonnage, quoi. On envoie du contenu à haute valeur ajoutée. C'est pas non Ok. plus quand même du contenu. On essaie de faire des bonnes vidéos, mine de Bien rien. sûr. Mais le but, c'est de donner à l'algorithme ce qu'il veut. Ça marche pas pour tous les marchés. Tu vois, il y a des marchés, par exemple l'immobilier, l'entrepreneuriat, où je pense qu'une faire une vidéo par jour de 4-5 minutes, c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être qu'il faut donner un peu plus de densité pour le coup.
Mais en tout cas, sur l'aspect love, dev perso et puis d'autres domaines, j'ai trouvé que c'était la meilleure astuce. Oui, pour le coup. Et ça marche encore aujourd'hui, même avec la quantité de contenu qu'il y a sur le web, parce que quand tu as commencé avec cette stratégie, c'était quand même il y a plusieurs années, ça fonctionnait très différemment d'aujourd'hui, mais ça continue de fonctionner pour toi, enfin apparemment ça continue de fonctionner pour toi. Ouais. Tu vois, ça fonctionne. Après, tu vois, je te donne un exemple. Sur ma chaîne américaine, il m'a fallu, je crois que c'était 208 vidéos, en Ouais. fait, où j'avais mes zéro vues, quoi. J'étais invisible. Et la 209e vidéo, ça a fonctionné. Il y a eu un bond en avant, tu vois. Et depuis, en fait, ça fait que grandir. Donc, en fait, la difficulté de YouTube, c'est que quand tu es au fond, tu es vraiment au fond. Ouais. Par contre, le jour où tu hits, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que Ok, c'est bon, d'accord. tu as construit un actif qui va vite apporter des revenus, quoi. C'est ça. Donc, Ouais. moi, je continue cette stratégie. Et, euh, et d'ailleurs, YouTube a changé son algorithme dernièrement. On voit bien que les nouvelles vidéos ont plus de poids que les anciennes. Ok. Donc, pour la petite histoire, il faut que moi, je retourne mes anciennes vidéos, tu vois, pour pouvoir justement redonner de la crédibilité à ces titres, ces mots-clés et ces vidéos qui m'apportaient du trafic jusqu'à maintenant, quoi. Ok, d'accord. Et en termes de business model, aujourd'hui, tu peux nous parler un peu de comment tu génères tes revenus? C'est une partie coaching, une partie formation en ligne, c'est ça? Oui, alors c'est grosso modo, en fait, si tu veux, du contenu gratuit qui est publié sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. Ensuite, un tunnel de vente un petit peu classique dans le sens où je vais offrir du contenu privé contre l'adresse email. Ouais. Derrière, je vais renvoyer du contenu soit par email, soit par vidéo et je vais proposer à la vente mes formations. Et puis, il y a aussi la possibilité de m'avoir en coaching privé ou alors d'avoir une équipe de coachs qui travaille avec moi au quotidien. Donc, principalement la vente de formation, donc dématérialisée, et puis la vente de coaching, soit avec moi, soit avec mes équipes, pour le coup. Ok. C'est du coaching que tu fais à l'heure ou tu proposes des accompagnements sur plusieurs mois? Alors, moi, j'ai un contre-pied sur ce qui se fait actuellement. Ok. Je reste sur du travail à l'heure. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je juge que la personne peut, en l'espace de quelques séances, tu vois, sur le love, en une ou deux séances, je peux révolutionner la vie d'une personne. Sur Mhm. l'accompagnement business, pareil, j'aime pas trop cette dépendance au coaching. Donc, moi, je suis très à l'heure, en fait, avec un suivi par email derrière si nécessaire. Mais pour le coup, c'est plus du coaching one shot. Mhm. Et si la personne veut travailler en profondeur, bah, ça sera sur plusieurs aspects de sa vie. Et là, c'est vraiment un peu différent. Mais je suis pas trop fan. J'en ai pas beaucoup, pour être honnête là-dessus. Même dans la partie business, du coup, parce que ouais, tu as la partie love, mais c'est vrai que tu as le coaching business maintenant. Même dans la partie business, tu vois, je pense que faire un point de manière temporaire, ou bien temporelle plutôt, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais un point, par exemple, tous les 2 mois, pour moi, c'est suffisant, tu Mhm. vois. J'accompagne des personnes, effectivement, j'ai quelques clients qui sont souvent des grosses boîtes sur lesquelles vraiment je vais les accompagner pour développer leur chiffre d'affaires. Mais même là-dessus, quoi, si on se parle une fois tous les 15 jours, c'est déjà beaucoup, je trouve. Ouais, Parce qu'après, d'accord. faut le temps d'implémenter, etc. Donc, même sur l'accompagnement business, je suis plutôt sur l'heure. J'ai trouvé que c'était ma meilleure formule personnelle, donc je reste là-dessus, quoi, pour le coup. Donc ça marche pour toi. Ok, d'accord. Et toi, personnellement, j'imagine que tu as un ou des coachs encore aujourd'hui. Tu te fais accompagner pour ton business ou pour ton développement personnel, plutôt ce que tu disais. Alors, les personnes que je vise, malheureusement, ne font plus de coaching. Tu vois, je pense à Les Brown sur le côté conférence, je pense à Robert Cialdini sur le côté un petit peu comprendre le cerveau, etc. Ouais. Donc, je me fais plus accompagner personnellement. Alors, j'ai un hypnothérapeute, pour le coup. Faut pas que je l'oublie. J'ai un coach sportif et après, j'assiste à des événements, pour le coup. Tu vois, là, je suis sur plutôt, là, j'ai toujours été très à fond sur Les Brown et Robert Cialdini. Ouais. Il y en a deux, trois comme ça que je suis, auxquels je vais aux événements pour me former. Euh, mais c'est plus trop du coaching privé, sauf l'hypnothérapeute qui m'aide au niveau de l'inconscient hypnose, quoi. Ok, ça c'est intéressant. Au niveau de l'inconscient hypnose, c'est-à-dire, tu peux nous en parler un petit peu plus? Bah, en fait, si tu veux, c'est créer des habitudes mentales, en fait, hein, tout simplement, contrer la peur, avoir plus confiance en moi. J'attends pas, par exemple, d'avoir un événement pour monter sur scène et commencer à me faire coacher. Dès maintenant, je travaille sur ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans ou dans 10 ans, tu vois. Donc, en fait, dès aujourd'hui, je suis en beaucoup de travail de visualisation, Ok. beaucoup de travail de discussion aussi, de prise de recul pour analyser mes réponses, comment je réagis à mes émotions, parce que je suis comme tout le monde, je fais quand même beaucoup d'erreurs aussi au niveau émotionnel, etc. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on se voit une fois par mois et puis on bosse sur
voilà, sur ma visualisation, sur mes problématiques, sur mes peurs. Tu vois, je ne suis pas un grand fan de l'avion, par exemple. J'ai plein de petits trucs comme ça sur lesquels je travaille en continu. J'attends pas d'avoir un problème pour commencer à me faire, entre guillemets, soigner, quoi. Ok, d'accord. Et tout au long de ton parcours, tu t'es fait accompagner, tu as eu des mentors dès le départ ou des coachs dès le départ? Je n'ai pas forcément eu de mentor, pour Non. être honnête. Ok. Euh, j'ai eu des coachs, mais j'ai beaucoup aussi pratiqué personnellement, tu vois. En fait, ça a souvent été en groupe, tu vois. Par exemple, les étapes, donc j'ai fait de la PNL avec Richard Bandler, qui est le cofondateur. C'est vrai que quand j'ai fait sa formation, je crois que c'était fin 2016 ou été 2016 ou 2017, là, ouais, j'ai pris une sacrée claque. Je suis sorti de là, j'étais comme un dingue, quoi. Donc, tu vois, j'ai pas eu un mentor ou un coach, j'ai plutôt eu des expériences. C'est ça qui m'a vraiment touché. D'accord. D'ailleurs, on s'est vu, nous, à Bangkok. Tu vois, Mhm. venir à Bangkok en 2012, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai fait mes costumes sur mesure à Bangkok. Bah, je suis ressorti de la boutique, j'étais un homme nouveau, j'étais un homme vraiment, mais je te jure, j'étais différent, quoi. Et en fait, j'ai eu plein d'expériences comme ça et pas que business, tu vois. Parce que, effectivement, quand j'ai fait mon costume sur mesure, bah, j'ai discuté avec le gérant qui m'a parlé de sa boîte, qui m'a parlé de ses problèmes de couple. En fait, dans une discussion très simple, tu peux te nourrir d'expériences. Et Ouais. donc, moi, j'ai plutôt avancé comme ça. Alors après, j'ai des coachs, hein. J'ai eu des coachs, coach vocal, coach scénique, coach marketing, mais je dirais pas que ça m'a aidé. C'est vrai qu'il y a eu des étapes dans ma vie où quand tu vas voir un Bandler ou tu vois un Les Brown, tu écoutes une conférence de lui, tu ressors, tu es galvanisé, ça s'explique Bien pas. sûr, ouais, ouais, bien sûr. Et pour tout ce qui est, pour le coaching, enfin il y a la partie coaching, mais il y a la partie vente, marketing. Pour tout ça, tu t'es formé quand même, j'imagine, ou bien directement tu as délégué toute cette partie-là, copywriting, vente, etc. Ou tu t'es formé là-dessus aussi? Non, en fait, j'ai toujours délégué entre guillemets cette partie-là. Je suis pas un expert. Ouais. Mais après, j'ai trouvé que c'était difficile de déléguer un truc Mon business s'appelle Alexandre Cormon. Je vois pas qui c'est qui va écrire ou, tu vois, en mon nom. Ouais. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas formé. Par contre, c'est vrai qu'au travers des années, et notamment le fait d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir des vidéos qui étaient catastrophiques quand j'ai commencé à aujourd'hui où je commence quand même à être à l'aise devant la caméra, ça m'a appris en fait à, je dirais, vendre naturellement. Ok. C'est-à-dire que quand je vais faire un email, quand je vais faire une vidéo, quand je vais faire un article, quand je vais même faire une formation, ce que je vais vraiment donner avec authenticité. Ouais. Mais après, j'ai compris aussi que bah, il fallait que je fasse vivre mon entreprise. Donc forcément, il faut que je vende et que du coup, je ne me cache pas sur le fait que je sais que ça apporte de la valeur. Et tu D'accord. vois, ça m'arrive d'avoir des personnes qui vont me demander un remboursement. Donc, je vais leur expliquer que soit je les rembourse, soit je leur offre des formations. Je suis dans une dynamique où mon but, c'est que la personne elle soit heureuse. À partir Mhm. de là, du coup, j'ai appris des compétences. Bah, tu lis Influence et manipulation de Robert Cialdini, tu lis Comment se faire des amis de Dale Carnegie, tu vas à des masterminds, des séminaires. Au bout d'un moment, tu intègres pour toi, en fait. Bien sûr. Ouais. Donc, je ne me suis pas formé au marketing. Par contre, je me suis formé au comportement humain. Tu vois, je cerne un peu comment on fonctionne. Bien sûr. Et en plus, avec le temps, tu commences à connaître ton marché sur le bout des doigts, à connaître tes clients aussi. Tu as fait combien de coaching personnellement? Tu as coaché des milliers de personnes, quoi, c'est ça? Ouais, j'ai coaché, je pense que j'ai dû passer la barre des 50 000 personnes, pour le coup. Que tu as accompagné personnellement ou qui ont été accompagnés par tes cabinets? Non, par moi, personnellement. 50 000 J'ai coaching, j'ai- c'est énorme. j'ai vraiment coaché, mais on peut le dire, hein, comme un malade. Ah ouais. C'est-à-dire que c'était du 10 à 12 heures par jour et d'ailleurs encore Ah aujourd'hui, ouais. hein, c'est 5-6 heures, tu vois. Et donc, ouais, ouais, c'est quand même assez, faut le tenir le rythme. Donc, Ah, c'est ouais, dingue, ouais. 10-12 heures. Donc, en fait, j'ai vraiment, comme Obélix, quoi. Tu vois, je suis tombé dans la marmite, en fait, du coaching. C'était un Ok. truc, c'était moi, quoi. Ouais, je suis content de ce que je fais, en tout cas. Tu vois, c'est pour ça que je dirais, je peux pas, moi, je fais une journée, je coach pas, je suis comme ça, hein. Tu vois, C'est vrai. Ah, ça fait partie de toi, en fait, maintenant, quoi. ça fait partie de moi, je pense, ouais, vraiment. Ok. Mais du coup, pour en revenir à cet aspect vente, bah, tu connais ton client idéal sur le bout des doigts, quoi, maintenant, avec tous ces coachings que tu as fait. Oui, oui, je connais tout sur le bout des doigts. Voilà, que ce Ouais. soit en France, aux États-Unis, n'importe où dans le monde. Ok. C'est, comment dire, tu sais, c'est vrai, enfin non, j'imagine que sur la masse, tu as quand même des gens très différents qui viennent te voir, mais il y a un profil en particulier qui ressort de toute cette masse. Déjà, tu t'accompagnes des hommes et des femmes maintenant, c'est pas que, à la base, c'était orienté vers les femmes quand même. Alors, en fait, si tu veux, à la base, c'était orienté vers les hommes, mais les hommes, j'ai eu du mal à pouvoir leur transmettre. Je pense que eux, ce qu'ils voulaient, c'est que je les aide à draguer dans la rue et c'était pas du tout mon truc. Mhm. Donc après, je me suis un peu orienté vers les femmes et là, ça a pris, ça a décollé.
Ouais. mais j'ai toujours accompagné les deux. J'accompagne des célibataires, des couples, des personnes qui vivent une rupture, des personnes qui manquent de confiance en elles. J'accompagne des sportifs, des hommes politiques, des entrepreneurs. Pas que sur le côté love, sur le côté mindset. Ouais. Donc, j'ai envie de te dire, franchement, à chaque fois qu'on m'a demandé qui est, entre guillemets, mon client, je suis incapable d'y répondre. C'est Incapable. C'est monsieur et madame tout le monde, quoi. c'est étonnant parce que en termes de communication, tu sais, on a tendance à conseiller d'avoir un persona, voilà, d'avoir un client cible et de s'adresser uniquement à cette personne. Comment tu fais dans ta communication si tu t'adresses à tout le monde du coup? Alors, ce qui se passe, si tu veux, c'est que j'ai des communications ciblées, dans le sens où, par exemple, tu vois, je peux très bien faire une vidéo qui sera que pour les femmes célibataires, une vidéo pour les hommes célibataires, une vidéo Mhm. pour les couples, une vidéo pour les sportifs qui veulent travailler sur leur mental, pour les entrepreneurs qui veulent passer la barre du million. En fait, je vais cibler au travers de la vidéo que je vais proposer. Mais tu vois, et puis c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ça fait 12 ans que je fais ça. Donc, j'ai Bien sûr. coaché les hommes, puis après les femmes, puis après les couples, puis après les personnes en rupture, puis le dev perso, puis les sportifs, puis les entrepreneurs. Et donc, si tu veux, en fait, tout a été un enchaînement logique parce que effectivement, il faut bien nicher au départ. Si vous voulez vous lancer et faire un petit peu comme moi aujourd'hui, c'est pas prétentieux, mais je vous dirais que vous allez avoir du mal parce que en fait, vous allez concurrencer une Ok. personne qui est déjà implantée et qui est déjà Bien sûr. numéro un. Il Mhm. faut trouver un petit peu son angle d'attaque et sa singularité. Je pense que ça, c'est important. Donc voilà, pour te répondre, en fait, je fais plein de contenus qui sont très nichés, mais sauf que je fais plein de contenus qui peuvent après être du coup diffusés à d'autres niches, d'autres types de clientèle et de prospects. Ouais, je vois, d'accord. Mais quand même, à conseiller pour les gens qui débutent d'être ultra niché, de devenir le spécialiste d'une ultra niche, quoi, c'est ça. Oui, aujourd'hui, si tu veux, c'est plus le marché d'il y a 12 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Bien coachs, sûr. beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entrepreneurs. Moi, quand je me suis lancé, effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. On était peut-être une dizaine. Donc, à 10 love coach, on peut en vivre. Ah, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, combien il y a de coachs aujourd'hui? Il y en a des milliers. Ah, des Donc, milliers. si on n'a pas sa singularité, ça va être compliqué. Bien sûr. Et d'ailleurs, toi, sur le marché US, tu as beaucoup de concurrence, justement. Tu as Oui. beaucoup de concurrents, mais tu n'en as pas beaucoup qui maîtrisent le marketing, hein. Ah bon? Tu Ok. vois? Ouais, ouais, on pourrait penser que les Américains, on les met beaucoup sur un piédestal. Quand je vois la manière dont on s'est implanté sur le marché, j'ai envie de te dire, on n'est pas. Je trouve que les Français, et je vais vraiment être honnête, on est meilleurs que les Américains. On est meilleurs parce que justement, notre marché il est plus difficile à convertir. Tu vois, notre cible, elle est. Pour qu'un Français sorte son portefeuille, c'est compliqué. Pour qu'un Américain Ouais. il sorte ses cartes, le mec, il est là, c'est Lucky Luke, quoi. Parce qu'ils vivent à crédit. Non, mais c'est vrai, je te jure, ils vivent à crédit, quoi. Donc voilà, je dirais franchement, pour être honnête, on n'a rien à envier aux Américains. Alors oui, il y en a quelques-uns, c'est des exceptions, tu vois, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, tout est fait pour réussir aussi, donc c'est un contexte. Donc je Et dirais non, nous, Français, on n'a vraiment rien à leur envier, quoi. du coup, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que les Américains dépensent beaucoup plus facilement. Toi, tu le sens en termes de chiffres, par exemple, en termes de taux de conversion, tout simplement. Ça convertit beaucoup plus facilement et tu as des stats plus importantes sur des plus petites audiences. Oui, oui, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, déjà quand tu touches le marché anglophone, tu touches aussi une majorité de personnes qui ne sont pas aux États-Unis. Ouais, Donc, bien sûr. par exemple, Singapour, Dubaï, Nouvelle-Zélande, Australie, ils ont un pouvoir d'achat qui est quand même très élevé. Tu vois? En tout cas, ceux qui parlent anglais, généralement, ils viennent de familles plutôt aisées. Donc, tu touches un marché qui est assez intéressant. Et après, tu vois qu'aux États-Unis, ils vivent, donc le coaching, c'est répandu pour eux. C'est normal d'avoir un love coach chez eux. En France, c'est encore un peu tabou. Bah, du coup, tu sens que les taux de conversion, c'est pas les mêmes. Tu sens, Ah. par exemple, à titre de comparaison, tu vois, mon heure de coaching, elle est à 500 euros en France, Mhm. elle est à 1 500 $ aux États-Unis. Et ça choque personne, quoi. Donc, ça choque personne. Et encore, tu vois, quand je te dis 1 500 $, c'est une offre, tu vois, je suis monté à 3 000 à 4 000 $ quand je me faisais appeler pour prendre un voyage et d'aller, tu vois, de Miami, partir à Los Angeles, coacher un entrepreneur. Là-bas, il Ouais. y a plus, il y a aucun tabou là-dessus. Mhm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que ça va arriver en France tôt ou tard, même si on restera une société un peu plus rigide. Et tant Mhm. mieux, parce que les Américains, tu vois, ça ne veut pas dire qu'ils ont un modèle économique qui est bon. C'est juste que me lancer en anglais, effectivement, ça a dépassé mon business français. Tu Ouais, vois, d'accord. pourtant, tu regardes mes chiffres, ça n'a rien à voir, hein. Tu peux Ça, diviser par 3 les chiffres d'abonnés, de vues, de tout ce que tu veux, quoi. mais ça a déjà dépassé ton business français, malgré que l'audience soit Depuis un an, beaucoup ça plus l'a faible. dépassé. Ouais. Ah, ok, c'est Ouais. intéressant. Et toi, justement, je voulais parler un petit peu d'argent, quoi, sujet qui fâche en France. Mais toi, justement, tu viens pas à la base, tu viens d'une famille aisée ou tu viens de quel milieu social?
Non, à la base, je viens d'un milieu social plutôt, je vais pas dire pauvre, Ouais. mais je vais dire modeste. Donc, Modeste. j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, tu vois, banlieue parisienne. Et puis voilà, j'ai eu deux parents qui se sont largement battus pour nous mettre dans des bonnes conditions. Donc, D'accord. j'ai un papa qui a été entrepreneur, il avait un garage automobile. C'est vrai que sur la fin, on peut dire qu'il a réussi quand même. Donc, et puis ma mère, elle était cadre de banque. Donc, je pense qu'en fait, ils se sont vraiment battus pour nous offrir une vie à mon frère et à moi-même qui était agréable, quoi, pour le coup. D'accord. Donc, tu n'étais pas finalement prédestiné, tu vois, à gagner beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, ton rapport à l'argent a complètement changé, j'imagine. Si tu veux, j'étais pas du tout. Moi, le rêve de mes parents, c'était que j'ai un master, donc ce que j'ai eu, et puis que j'aille bosser dans les RH. Tu vois, je voulais être chasseur de tête quand j'ai commencé mes études. Et puis donc pour eux, quand j'ai créé ma boîte, mon père il m'a dit vas-y, fais-le à fond parce qu'il voyait que j'étais un peu branleur, excuse-moi le terme. Et puis ma mère, elle a pété une canette quoi. Elle était devenue complètement folle, toute blanche, un malaise, la Ouais. pauvre. Donc aujourd'hui, mon rapport à l'argent, en fait, je comprends pas très bien la question. Donc si tu peux me la préciser, comme ça, je te répondrai peut-être de manière plus précise. Ah ouais, bien sûr. Ben, qu'est-ce que ça représente l'argent pour toi, tu vois? Parce qu'il y a des, tu vois, il y a des. En fait, je pense tu vois, on gagne de l'argent automatiquement. C'est une conséquence dans l'entrepreneuriat. Mais il y a des gens qui vont avoir une vision avec cet argent, qui vont s'acheter des trucs de luxe, etc. Il y a des gens qui vont vouloir avoir de l'impact avec cet argent. C'est quoi ton pourquoi, toi, quand tu gagnes de l'argent, en fait? Voilà, c'est ça la question. Ok. Alors, ouais, je ne vais pas me cacher. Mon premier pourquoi, ça a Mhm. été de faire plaisir aux gens que j'aime. Mhm. Tu vois, donc aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau de vie où je compte pas. C'est-à-dire que si j'ai envie presque tout, parce que bon, bien évidemment, si tu tombes dans un grain de folie, de luxe, en fait, voilà, je suis pas très luxe moi perso. Donc, je suis pas, tu vois, je suis pas fan de voiture spécifiquement. Donc là, je viens de changer de voiture, mais c'est pas une voiture qui coûte des centaines de milliers d'euros ou de dollars. Mes seuls luxes, ça va être le voyage. Voilà, je voyage Ouais. beaucoup. J'apprécie ce que je fais. J'offre tout à ma famille. En tout cas, j'essaie de faire plaisir aux gens que j'aime, mes proches aussi, tu vois. Après, je suis beaucoup dans l'associatif, le caritatif. Donc, je soutiens trois associations, deux orphelinats et une association au Togo. Je soutiens ici une association aux États-Unis. J'en ai une aussi en France que je soutiens. Euh, pour moi, en fait, si tu veux, je me suis aperçu quand même que j'ai une vie euh, très très agréable, mais pas qu'une question d'argent, parce qu'en fait, j'ai pas changé. Hein. Tu vois, il y a une phrase, j'aime le dire à chaque fois, mais c'est très important. Si on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ouais. En fait, moi, depuis 2007, j'ai les mêmes potes, j'ai la même famille, j'ai pas d'embrouille avec les gens qui me suivent. Je suis le même Alex, tu vois. Ouais. Donc ça a été important parce que bon après j'ai des potes qui m'aident aussi dans mon projet, tu vois, tu les as rencontrés, ça va être mon meilleur pote qui est caméraman, graphiste, etc. Donc on est tous ensemble, on a grandi ensemble, tu vois, on a évolué ensemble et Mhm. on vient tous de milieux, bon moi tu vois plutôt modestes, eux très défavorisés pour le D'accord. coup. Et Ouais. en fait on a tous grandi ensemble, mais on garde les mêmes habitudes, tu vois, on va fréquenter les mêmes personnes, les mêmes endroits. En fait on n'a pas changé et moi ça me permis de garder mon authenticité. Donc, Ok. en fait, je vois l'argent comme forcément un moyen de se faire plaisir. Ça, je ne vais pas le mentir, c'est vrai, c'est un moyen de se faire plaisir. Maintenant, mon plaisir, il passe beaucoup aussi par faire plaisir aux autres, par l'associatif, et puis aussi par le fait de se dire que je peux franchement, voyager, ouais, c'est un kiff pour moi, tu vois. Donc, voilà, si j'ai envie d'aller dans un balotel, je prends un balotel. Si j'ai envie de voyager en mode vadrouille, je voyage en mode vadrouille. Aujourd'hui, on va dire que je peux un peu faire ce que je veux, Ouais. tu vois. Mhm. Euh, Même s'il y a un petit effet pervers quand même, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, j'en parle moi et personne n'en parle, mais en fait, plus tu gagnes de l'argent, plus ta pression aussi au quotidien, elle monte. Parce que oui, je gagne beaucoup d'argent, mais j'en dépense aussi beaucoup de fait que j'ai des équipes qui ont une famille derrière. En fait, beaucoup de choses reposent quand même sur mes épaules. Ouais. Et il y a un effet pervers où tu te dis, merde, il ne faut pas que je gagne peu, parce que sinon, comment je vais payer ma secrétaire, comment je vais payer telle personne. Et même si tu sais que tu as les reins solides, tu as une peur inconsciente qui est logée dans ton esprit. Moi, j'ai eu du mal à la contrôler, en fait, celle-ci, pour le coup. Ok. Donc même quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu as quand même cette peur de l'insécurité finalement. Exactement. Même si tu viens d'un milieu modeste, tu vois, moi je me dis que j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, et Ouais. ben Ouais. indirectement la peur elle est logée. Même si tu sais que ce que tu as mis en place, du coup j'ai investi, tu vois, dans l'immobilier X ou Y, je sais que ma vie finalement à 99% elle est tracée.
Mais cette peur, elle fait partie de l'entrepreneur, je trouve en tout cas. Tu vois, Ok. j'en parle avec d'autres entrepreneurs, on a cette peur en fait de perdre finalement au bout d'un moment. De perdre tout ce que tu as gagné, ce que tu as construit, quoi. Bah, surtout quand tu as gagné ouais, à la sueur de ton Ah front, ouais, tu là, vois, quand là tu c'est charbonnais. c'est exactement ça pour le coup. Ouais, d'accord. Bon, on va arriver sur les dernières questions de cette interview. Euh, Est-ce que tu peux nous parler brièvement de à quoi ça ressemble une journée d'Alex Cormon en ce moment? Ça m'intéresse vachement, moi, comment les gens organisent leur journée, tu vois. Parce que moi, j'ai aucune organisation perso. Alors, est-ce que toi, tu es quelqu'un de structuré et tu Ah organises tes journées au oui. millimètre? Ouais. Par contre, tu vois, j'étais super laxiste quand j'étais plus jeune. La vie est belle, la vie est cool, tu vois, Ouais. aucune prise de tête. Là, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, hein, je peux te dire que ma journée, elle est réglée à la minute près quasiment, Ok. tu vois. Mhm. Donc, demain j'ai un call avec la personne qui gère mes RP, tu vois. Donc, de 8h30 à 9h15. 9h15, je démarre mon tournage vidéo. J'enchaîne donc du coup jusqu'à midi, enfin midi 30, ouais. Après, j'ai un call avec mon comptable jusqu'à 13h15. Ensuite, je mange. Ensuite, je reprends le tournage jusqu'à 16h. Et de 16h à 20h, je vais enchaîner 4 heures de coaching demain soir. Ah ouais, Donc, limite près, tu ouais. vois, c'est un peu réglé à la minute près. Après, à Mhm. 20h, je profite. Ok. Généralement, j'ai des trous dans ma journée. Demain, je vais pas au sport parce que je tourne mes vidéos et il faut de l'énergie. Ouais. Mais grosso modo, ouais, tu verrais que mes journées, elles sont réglées à la minute près. Normalement, il y a du sport tous les jours quasiment, sauf quand je tourne des vidéos. Mhm. Et puis après, bon, il y a du temps que je passe aussi avec mes proches, ma compagne, Bien sûr. etc. Mais grosso modo, ça va être de 8h30, 9h à 20h boulot. Boulot, ouais. Euh, Ouais, donc ouais, et tous les jours. tous les jours, sauf quand j'ai plus envie de bosser. Tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis pas samedi, dimanche. Par exemple, là, ce week-end, j'ai décidé de pas bosser, sauf dimanche, j'ai un webinaire. Mais tu vois, en fait, ma semaine, tu vois, ça peut arriver que mon mardi, mercredi, je le prenne libre, quoi. Mais ouais, sinon, c'est tous les jours, quoi. Je fais des sprints, repos, sprint, c'est-à-dire beaucoup de boulot Ouais, et ouais. repos. Je Ok, travaille comme d'accord. ça. Pour le coup. Ok. Euh, Quand tu regardes avec le recul ton parcours, si tu recommençais de zéro, mais avec les connaissances que tu as aujourd'hui, comment tu ferais quoi pour arriver là où tu es, mais en beaucoup plus rapidement? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as genre 2 ou 3 grandes étapes que tu pourrais nous donner, tu vois? Après, je vais te dire, c'est simple, hein. Si tu veux aller plus vite, il faut investir dans la pub. Tu vois, Ok, j'investirai dans la pub. Aujourd'hui, en fait, si tu veux, je mixerai les deux. C'est-à-dire que je mixerai YouTube parce que je sais que sur le long terme, c'est un choix qui est gagnant. Tu vois, donc je publierai une vidéo par jour, pas plus. Je resterai sur ce que je fais actuellement. Euh, Parce que j'ai perdu 2 ans en fait à publier des vidéos sans les optimiser, sans ouais, comprendre ouais. qu'il y avait un référencement derrière. Et puis la deuxième chose, je ferai pub webinaire. Voilà. Je trouve que les webinaires, c'est l'outil numéro un pour pouvoir convertir parce que les gens sentent ton énergie, Mhm, sentent ta passion, sentent ton expertise aussi. mhm. Donc le webinaire, je pense que c'est un bon outil pour convertir. Après, si je devais recommencer et que j'avais pas d'argent, en tout cas peu d'argent comme j'ai eu à mes débuts, je ferais que YouTube pour le coup. Que YouTube. Mais YouTube, c'est quand même c'est une bonne stratégie à long terme, mais à court terme, pour accélérer, tu ferais du trafic payant du coup, hein. Bah ouais, mais si j'ai pas d'argent, je ferai que YouTube, tu vois, je galérerai pendant 3 mois, 4 mois, et puis après, j'arriverai à en vivre. Parce Ouais, que avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'arriverai à nicher mon contenu de sorte à ce qu'il y ait des personnes, et puis après, je convertirai par téléphone, hein. C'est-à-dire ouais. que YouTube, hop, je renvoie vers un sondage, je prends mon téléphone, et puis j'y vais, quoi, je vais chercher les clients. Et tu parles au téléphone directement. Ok, d'accord. Et en ce moment, alors moi je le vois pas passer parce que je suis probablement pas dans la cible, mais en ce moment tu fais du trafic payant, j'imagine, tu fais du Facebook Ads, etc. Ou tu es juste sur l'organique. Moi, je fais pas beaucoup de trafic payant, sauf sur l'aspect entrepreneurial, tu vois. Mhm. Donc, si je t'ai pas encore ciblé, bah, je vais le faire bientôt. Pourtant je suis dedans, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais tu vois, après, franchement, ouais, on n'est pas. J'investis peut-être mon budget pub, il doit être de 1 500 € quoi, pour toucher les entrepreneurs juste sur deux formations que j'ai, tu vois, et puis que je vends en webinaire, quoi, pour le coup. Ok, d'accord. Donc, pour moi, je trouve que c'est bien de faire du trafic payant, mais sur le long terme, c'est l'organique qui gère. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est-à-dire le nombre d'acteurs qui rentrent sur le marché, la conjoncture économique et sociale et médicale, il va y avoir un écrémage, quoi. Ceux qui ont du trafic, pour moi en tout cas, je le vois comme ça, ceux qui ont une base de trafic organique vont rester. Tous ceux qui vivent de la publicité, tôt ou tard, ils vont en pâtir, quoi, je pense. Ok. C'est intéressant parce qu'il y a des business énormes aujourd'hui dans le marché du coaching. Enfin, je vois, on a tous des noms en tête.
qui fonctionne que sur du trafic payant, justement. Et donc, tu penses que ça, c'est amené à s'éteindre dans dans les prochains mois, les prochaines années? Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, si ces personnes-là n'ont pas de trafic organique, elles vont mourir. Ok. Elles vont mourir parce qu'en fait, le coût de la publicité va continuer d'augmenter. Mhm. Aujourd'hui, donc, on parlait de l'Eldorado Facebook, maintenant, c'est l'Eldorado YouTube. YouTube. En fait, il y a toujours un Eldorado parce que derrière, on essaie de vendre des formations. Tu vois, on va pas se mentir. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que pour qu'un business il soit durable, tu as intérêt à avoir une communauté. Et pour avoir une communauté, il faut créer du contenu gratuit. Tu vois. Bien sûr. Donc, je ne dis pas que toutes les personnes qui font du coaching et qui ont un tunnel de vente à base de publicité vont disparaître. Mais en tout cas, seuls les meilleurs vont rester. Il n'y en aura pas beaucoup pour le coup parce que le marché, il est plus aussi, comment dire, tu vois, il y a eu un gros boom et aujourd'hui, il commence à se calmer le marché. Ouais, Donc, d'accord. je pense que ça va être beaucoup plus dur que ce qu'on veut bien nous faire croire pour le coup. Ok, d'accord. C'est très intéressant, tu vois, pour le coup. Ouais. Je veux pas être Ah, alarmiste, hein, mais tu vois, je pense que si on mise que sur de la publicité, j'ai envie de dire, sur le long terme, ça va pas être rentable, quoi. ouais, bien sûr. Bon, et une dernière question que j'aime beaucoup poser aussi, c'est quand tu regardes ton parcours après coup, là, ça fait 13 ans que tu t'es lancé. Tu te dis que ça a été long et que tu en as chié, ou tu te dis que ça va, c'était assez facile finalement d'arriver là où tu es enfin, tu vois, que ça va. Tu vois ça comment ton parcours en fait? Non, je vais être honnête, pour moi, je vais dire, ça a été long, j'en ai chié, mais ça valait le coup. Mais ça valait le coup. Voilà. Ouais, ça valait vraiment le coup. Mhm. Parce que tu vois, moi, je me plains beaucoup. Et je reflète en fait la difficulté, mais j'ai jamais vraiment travaillé pour des personnes. J'ai juste fait des stages de 2 mois, tu vois. Et quand je vois les personnes qui sont en burn-out, quand je vois la pression aujourd'hui professionnelle que certaines personnes peuvent jeter la Allô? pilule sur la plage, c'est pas, tu vois, c'est pas. Ah mince, tu m'entends ou pas? Ça a coupé un petit peu, là, je t'entends. Ouais, d'accord. Je disais en fait, c'est mon choix, c'est moi qui choisis cette pression. C'est pas une pression qui est externe et Mhm. qui, tu vois, qui va m'enfoncer. Donc je dirais ouais, non, ça a été dur. J'en ai chié, mais ça valait vraiment le coup pour le coup. Et il y a des moments sur la route où tu t'es dit, vas-y, j'abandonne, je lâche l'affaire, ça c'est pas possible, c'est trop dur ou quoi, ou à aucun moment tu t'es dit ça? Non, je me suis pas dit ça. Jamais, jamais. Là, ce que je commence à me dire maintenant, et tu vois, ça me fait un peu peur parce que je sais aussi que du coup, si tu donnes plus à fond, au bout d'un moment, tu vas péricliter et il y a une autre personne qui va arriver, qui va devenir numéro un par Bien sûr. plus d'envie, quoi. Mais en Mhm. fait, là, j'ai du mal, c'est vrai, à me dire, faut que je fasse le petit plus, tu vois. Par Ouais, exemple, je sais pas, je te donne un exemple concret. Je dois lancer mon projet, du coup, en langue chinoise. Le livre est traduit. Il faut que je fasse traduire mon site internet. Mais je me mets plus trop de pression parce que c'est bon, tu vois. Je vais pas non plus être sous pression toute ma vie. Mais je me dis indirectement, il y a quelques années, j'aurais pas laissé passer ça, tu vois. J'irais pas dormir tant que j'avais pas avancé. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Je pense qu'il faut faire les gros efforts au début. Et puis après, il faut savoir jauger en fonction de travailler dur, mais aussi profiter à fond. Et puis, on n'a qu'une vie, il ne faut pas l'oublier. Donc, j'essaie de jauger entre ces deux, quoi. Mais à aucun moment, je me suis dit, j'arrête, quoi. À aucun moment, je me suis dit, Mais c'est ça qui est compliqué dans une position comme la tienne, parce que toi, tu as pour ambition d'être au top, numéro un, mais finalement, tu as toujours un peu tu peux jamais vraiment trop te relâcher pleinement. Enfin, si tu te relâches, tu stagnes quelque part. Donc, il y a Et toujours ouais. ça. Et quand tu stagnes, en fait, au final, tu finis par péricliter parce que tu as Ouais. d'autres situations qui vont venir. Ouais, c'est vrai que c'est un nouveau challenge pour moi, en fait, pour le coup. Là, la solution que j'ai trouvée, c'est que je me mets plus trop de pression. Mais pour le coup, j'avance pas trop sur mon projet. J'ai ouvert des langues, ça s'est très bien passé. Mais là, la Russie et la Chine, je suis un peu en mode laxiste, quoi. Alors après, tu vois, comment faire? Est-ce qu'il faut que je me remette un coup de pied aux fesses? Est-ce qu'il faut que je sois plus exigeant? Ou est-ce qu'il faut que je reste comme ça parce que je suis heureux? Pour l'instant, j'ai choisi, OK, je choisis la voie du bonheur, je suis très bien comme ça. Mhm. Je pourrais mettre plus de pression, je pourrais aller plus vite. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai 31 ans, j'ai encore le temps devant moi avant d'ouvrir les prochaines langues, quoi. Bien sûr. C'est comme ça que je le vois. Mais je sais que je vais pas, tu vois, je vais pas relâcher parce que si je relâche un peu trop, de toute façon, mes équipes derrière, ils vont me faire, tu vois, je me rends, comment dire, accountable, tu vois. En fait, je rends des comptes à mes proches, quoi, Ça aussi. décompte, Tu bien vois. sûr. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, parce que sinon, du coup, je peux vite tomber dans le côté, bah, j'arrête de bosser ou X ou Y, quoi. Ok, d'accord. Bon, je te remercie, Alex, pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, j'ai passé un super moment. J'ai vraiment adoré
toutes les questions que tu m'as posées. Je pense que c'était très puissant. Ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi sur mon parcours perso. Donc, je te remercie. Ça me touche beaucoup. Bah, super. Je renvoie les gens qui regardent cette interview vers ta chaîne business plutôt, parce que moi j'aurais plus une audience business. Donc, Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. ouais. Merci. Et puis, pour les personnes qui veulent me contacter, n'hésitez pas. Je suis très ouvert pour discuter justement business, entrepreneuriat. C'est un truc que je kiffe. Super. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi, Jean-Loup.